Bonjour à tous, je suis Franck Sebag et je suis très heureux de vous accueillir dans ce nouvel épisode de notre podcast qui cherche à mieux comprendre comment se construisent les plus belles histoires de la French Tech. Si nous nous intéressons à ces histoires, c'est qu'elles ne sont pas le fruit du hasard. Elles naissent d'une alchimie complexe où se mêlent des idées, de la chance, du courage et du talent. Ce sont des aventures humaines où le sentier passe parfois par des hauts, parfois par des bas, et où les sommets s'atteignent en équipe. Toutes sont uniques et toutes sont riches d'enseignements. Ce qui m'intéresse plus particulièrement ici, c'est de comprendre avec vous comment se crée cette alchimie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Vincent Briand, cofondateur et président de Deepkey. Deepkey propose des solutions innovantes pour aider les entreprises à améliorer leur performance environnementale et à réduire leur empreinte carbone en s'appuyant sur l'analyse de données et l'intelligence artificielle. Dans ce podcast, nous allons explorer les différents aspects de cette scale-up et les solutions qu'elle propose pour aider les entreprises à répondre aux défis environnementaux. Vincent va nous parler de l'origine de ce projet, de sa mission et de ce qui a conduit cette scale-up à devenir pionnière dans la transition environnementale dans l'immobilier. À partir de quel constat cette pépite de la cleantech est-elle née ? Comment les solutions proposées par Deepkey contribuent-elles à répondre aux enjeux environnementaux actuels et en particulier en matière de lutte contre le changement climatique ? Et après sa levée de 150 millions d'euros, l'obtention du label B Corp, quelles vont être vos futures ambitions ? Nous explorerons ces questions avec Vincent au cours de cet épisode. Vous écoutez Grow Fast Now What, le podcast qui donne la voix aux acteurs de la French Tech. Nous sommes là pour aider l'immobilier à transitionner vers un monde décarboné et à faire le moins de mal possible, voire améliorer les autres dimensions ESG. On a beau vendre du logiciel, le logiciel n'existerait pas, il ne serait pas mis en œuvre, les clients ne seraient pas convaincus s'il n'y avait pas tous mes collègues qui sont là pour travailler au jour le jour et donner du sens à ce qu'ils font. Je préférais qu'on nous élise Decaborn, une entreprise qui génère des dizaines de milliards d'économies de CO2, plutôt qu'on nous parle de licorne, parce que je pense que ça fait parler dans les journaux, mais c'est pas pertinent. Bonjour Vincent. Bonjour Franck. Donc très heureux de t'accueillir aujourd'hui, exceptionnellement chez nous, chez EY. Normalement on se déplace, mais là tu es venu dans notre studio, donc merci pour ce déplacement. Alors on va juste commencer par le départ. Voilà, qu'est-ce qui t'a inspiré en fait la création de Deepkey et comment tu le repositionnes dans l'univers de l'économie aujourd'hui ? Lorsque nous avons créé Deepkey en 2014 avec Emmanuel, on cherchait à avoir l'impact le plus important possible sur le changement climatique et en particulier l'immobilier. L'immobilier, c'est un tiers des émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Pourquoi ? Parce que la façon avec laquelle on construit les bâtiments et la façon avec laquelle on utilise les bâtiments, eh bien, tout ça, ça émet beaucoup de CO2 dans les fameux scopes 1, 2 et 3. Et en l'occurrence, on était un peu frustrés de voir que les décisions qui étaient prises pour rénover les patrimoines immobiliers étaient faites sur la base d'audits énergétiques physiques, d'installations de compteurs, d'IoT. Et on s'est dit, c'est pas possible, on doit aller plus vite. Premièrement, on doit massifier cette transition énergétique et climatique dans l'immobilier. Et ensuite, on peut le faire à partir des données qui existent déjà pour éclairer les décisions des constructeurs, des propriétaires immobiliers, des locataires, etc. Et donc, c'est comme ça qu'on en est venu à l'idée de créer un logiciel qui collecte automatiquement les données, les nettoie, les rend fiables et aide tous ces acteurs dont je viens de parler à prendre les bonnes décisions pour réduire simplement leurs émissions de CO2. Votre background, toi et ton associé avant, parce que j'imagine que ce constat, vous l'aviez fait en fait en amont, dans votre activité. Vous travailliez dans quel univers avant pour bien comprendre comment vous êtes arrivé à ce constat, à voir en fait qu'il y avait un manque de digitalisation finalement de la remontée d'informations dans ce secteur. Alors on est très complémentaires, mais on est aussi très similaires, donc il n'y a pas beaucoup de diversité. On est deux hommes de 40 ans, pères de famille, ingénieurs de formation français, qui avons travaillé tous deux dans les secteurs du conseil, mais aussi pour le cas d'Emmanuel de la construction, chez des enseignes comme Bouygues, et moi chez les fournisseurs de services à l'énergie comme Engie, en plus de nos expériences de conseil. Et effectivement, on baignait dans cet univers du bâtiment, de la data, mais aussi bien sûr du changement climatique. Pour la petite anecdote, nous nous sommes rencontrés grâce à Jean-Marc Jancovici, chez qui travaillait Emmanuel et avec qui moi je travaillais en tant que client. Voilà. Très bien. Alors on va entrer un peu dans le détail de la vie de Deepkey. Donc
Comme tu l'as indiqué, en fait, DeepKey, c'est de la collecte de données, de l'analyse de données, des rapports et tableaux de bord, et puis il y a des plans d'action. Mais avant d'arriver à une solution aussi aboutie, quelles ont été les grandes étapes en fait, de DeepKey, les principales difficultés auxquelles vous avez été confrontés au départ? La première étape, ce qu'on voulait, c'était ne pas créer un logiciel de nulle part sur la base de notre compréhension du problème, mais on voulait répondre à des problématiques que nos clients rencontrent réellement. Donc, on a commencé par vendre des prestations de conseil à des clients pour répondre à des problématiques qu'ils rencontraient, et ensuite à chercher le dénominateur commun pour automatiser, industrialiser ça et le mettre sous forme de logiciel. Donc les premiers cas d'usage, ça a été de travailler avec des acteurs de la distribution de nourriture congelée ou réfrigérée pour les aider en fait à identifier sur quel bâtiment en priorité ils devaient installer du comptage pour remonter la donnée et où est-ce qu'ils devaient mettre en place des actions d'économie d'énergie. Nous avons travaillé aussi avec des acteurs de l'immobilier, des grandes foncières institutionnelles, pour les aider à identifier en réalité quels étaient les indicateurs les plus pertinents pour suivre la performance ESG, en particulier climatique, de leurs bâtiments. Et donc voilà, on l'a fait à la main. Et ensuite, on s'est rendu compte que, et c'est ce qu'on cherchait, on pouvait automatiser un certain nombre de choses. La première grande difficulté qu'on n'avait pas anticipée, c'est l'accès à la donnée. On est parti du constat qu'il y avait déjà trop de données, donc pas besoin de faire des visites de sites, pas besoin d'installer des compteurs supplémentaires, il y a trop de données, beaucoup de données, et on peut commencer par ça. Le problème, c'est comment récupère-t-on cette donnée? Comment fait-on? Parce que personne n'a envie de passer son temps à mettre des données dans des fichiers Excel, surtout lorsqu'on parle de grandes quantités. Et donc, nous avons appris à automatiser cette collecte de données de sources très différentes, que sont les portails des fournisseurs d'énergie, les compteurs de type Linky ou Gaspard, les GTC, GTB, les ERP de nos clients, les sources de données dans l'open data, et puis à agréger cette information et à la rendre fiable, c'est-à-dire complète et pertinente. Et donc, il y a beaucoup de contrôle de qualité qu'au début on faisait à la main et puis après qu'on a automatisé pour aider nos clients à sortir des indicateurs qui soient pertinents. Vous ne voulez pas prendre une décision d'investissement ou de rénovation sur la base d'un indicateur qui vous ment. Donc, il fallait que ce soit pertinent. Donc ça a été la première grande difficulté. Premier grand enseignement, c'est vrai que donc aujourd'hui, vous êtes une entreprise de logiciels qu'on appelle SaaS, Software as a Service. Donc, c'est toujours important et intéressant de se rappeler qu'avant de créer son logiciel, on part en fait du besoin du client, on essaie d'analyser, on regarde en fait, comme tu l'as indiqué, les business cases et on essaie d'automatiser. Première brique. Deuxième brique, tu parles de la collecte. Et puis, la deuxième brique importante, c'est comment, en fait, vous arrivez à faire parler, en fait, la donnée, puisque quelque part, on le sait, quand on a des données à plat, il faut souvent, en fait, les mélanger avec des données un peu chaudes, donc comme des données météorologiques ou des données d'utilisation. Donc ça, vous avez réussi, en fait, grâce à un peu d'IA, d'algorithmie, à faire parler cette donnée? Complètement. Si on parle de machine learning, ça a été un buzzword pendant des années. Nous, on a des cas très concrets de machine learning qui sont utilisés tous les jours dans notre plateforme. Un premier cas de figure, c'est boucher les trous. Ouais. Il y a toujours une donnée qui manque quelque part, parce qu'un locataire veut pas la donner, parce qu'elle s'est perdue, etc. Donc, il faut boucher les trous et vous n'avez pas envie de tirer un trait entre deux points. Il faut faire des choses plus intelligentes. Et donc, pour ça, les algorithmes de machine learning sont extrêmement pertinents parce qu'ils recomposent de manière très précise d'ailleurs des données manquantes. Un deuxième exemple de cas d'usage du machine learning, ce sont faire des comparaisons comparables, faire du benchmark pertinent, des arbres de décision, enfin tout un tas d'outils pour ça, qui permettent en fait de comparer des choses qui se ressemblent, parce qu'on a tendance, surtout dans le secteur de l'immobilier, à comparer des bâtiments par rapport à une moyenne. Par exemple, ça n'a aucun sens, il faut comparer des bâtiments qui sont comparables. Et souvent, on pense que parce que chaque bâtiment est unique, il n'est pas comparable avec son voisin. C'est faux. Chaque humain est unique et pourtant on arrive à faire des algorithmes qui permettent de faire la publicité extrêmement ciblée sur des catégories d'individus. Et ben là, c'est exactement la même chose que l'on fait, c'est qu'on fait de la catégorisation et du ciblage très précis pour faire des comparaisons pertinentes. Et puis le troisième cas d'usage, pour donner un exemple, c'est ce qu'on appelle la détection de patterns dans notre jargon. Mais en fait, c'est à partir des sources de données que sont les courbes de charge, les données des consommations, des compteurs communicants, eh bien on détecte automatiquement des fuites d'eau, des surconsommations, des décalages horaires, des problèmes de régulation. Et ça, on envoie ensuite à la bonne personne technique chez nos clients ou leurs prestataires l'information pour qu'ils puissent réparer le problème. Donc là, l'entreprise maintenant a été créée depuis un certain moment donné, 2014, on l'a indiqué, donc bientôt 10 ans. Ouais, ça va arriver quand même. Aujourd'hui, quels sont vos clients principaux si on cite, parce quand on parle en fait de scale-up,
on dit toujours, finalement, oui, non, mais ils avancent. Mais finalement, vos grands clients, parce que je connais un peu vos listes de clients, qui est assez impressionnante. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus et combien, en fait, de bâtiments vous monitorez aujourd'hui et qui vous permettent justement d'être pertinents sur les benchmarks? Oui, tout à fait. Donc, nous travaillons avec des grands propriétaires immobiliers comme des assurances comme Generali ou Groupama, des banques comme CMCIC ou BNP, mais aussi des foncières comme Icade ou Clépierre, des grands détenteurs de patrimoine public comme la SNCF ou la direction immobilière de l'État, la ville de Paris, et aussi toute une panoplie de locataires, d'utilisateurs de bâtiments. On peut citer Picard, par exemple, ID Kids ou encore des chaînes de restaurants ou des chaînes d'hôtels. Et en fait, ces acteurs n'ont pas exactement les mêmes besoins. Si on simplifie, il y a deux grandes familles d'acteurs. Il y a ceux qui sont propriétaires immobiliers et qui ont intérêt à réduire l'impact environnemental de leurs bâtiments, en particulier climatique, parce que la réglementation leur impose de plus en plus, décret tertiaire en France par exemple, parce qu'ils ont peur de perdre de la valeur sur leur actif, sur leur bâtiment, notamment à la revente, et parce qu'ils veulent que leur bâtiment soit attractif pour les locataires. Donc ça, c'est les principales raisons. De l'autre côté, il y a tous les utilisateurs, les locataires, qu'ils soient propriétaires ou pas d'ailleurs, ces utilisateurs, qui eux vont chercher aussi pour trois autres raisons à mettre en place des solutions d'économie d'énergie, d'économie de CO2. La première raison, c'est encore l'obligation et la pression réglementaire. La deuxième, c'est faire des économies de charge. Et on a vu depuis un an avec la guerre en Ukraine que... Toute réduction en fait, de passoires, même si ce n'est pas de la passoire thermique au sens de la réglementation, si on arrive à bien monitorer ces bâtiments et à réduire en fait, sa consommation, ça a des impacts très importants. Et oui, surtout avec la volatilité, comme tu dis, des prix de l'énergie. Et puis la troisième raison, c'est attirer des talents. Vous êtes une enseigne X ou Y, vous voulez attirer des talents, on sait que c'est difficile en ce moment. Et donc, comment faire en sorte de les motiver? En disant, chez nous, on fait gaffe à l'environnement. On fait, par exemple, sur nos lieux de travail, nos lieux de vente, des économies d'énergie, de CO2, d'eau. Et donc ça, c'est aussi un critère de plus en plus important. Alors, donc là, un petit peu, si on rentre dans les chiffres, les derniers chiffres, plusieurs chiffres importants. Vous avez eu une dernière levée de fonds de 150 millions d'euros. Donc, bravo pour cela. Mais au-delà de la levée, une forte accélération de votre chiffre d'affaires qui a été multipliée par 2. Donc, vous allez en 2022, en 2021, pardon. En 2022, vous avez atteint 27 millions d'euros. Donc, doublement du chiffre d'affaires. Aujourd'hui, vous avez une empreinte européenne qui commence à grandir, voire internationale. Quelle est votre stratégie? Donc 150 millions d'euros de levée, un chiffre d'affaires qui double. Si on parle un petit peu de critères financiers de stratégie, quels sont vos axes de développement aujourd'hui? Est-ce qu'ils sont géographiques? Est-ce qu'on peut en parler un petit peu? Oui, complètement. Je te remercie. Nous avons levé cet argent pour aller plus vite. Pour aider l'industrie à réussir sa transition net zéro, mais aussi parce que tactiquement, il y a une place à prendre. Aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé d'acteur dans le monde qui soit aussi gros que nous. Le deuxième plus gros acteur dans notre domaine, donc plateforme SaaS pour l'ESG dans l'immobilier, il se situe aux États-Unis. On est 30% plus gros que lui en effectif et en chiffre d'affaires. Donc, on est très fiers de ça. Et ce positionnement français, ce positionnement européen, que nous avons, il faut qu'on l'étende le plus vite possible sur les grands marchés mondiaux. Aujourd'hui, nous opérons dans 52 pays. Ça, c'est la magie du SaaS. On n'a pas besoin d'avoir du monde dans chaque pays. On fait les choses à distance. Mais il y a encore beaucoup de pays à développer. Et puis, dans chacun de ces pays, bien sûr, on n'est pas aussi développé dans un ou dans l'autre. Alors, on en parle beaucoup en ce moment puisqu'il y a une raréfaction en fait de l'argent. Donc, on a vu que les valorisations ont un petit peu baissé. Donc, chacun cherche à aiguiser ses arguments pour essayer d'être bien positionné. J'ai noté que vous aviez fait une acquisition en Angleterre, donc stratégie aussi de build-up. Donc, build-up, c'est acquérir en fait des concurrents ou des briques supplémentaires. Est-ce que cette stratégie M&A peut s'accélérer? C'est un des moyens de grandir aussi dans votre domaine? Oui, complètement. C'est la deuxième raison pour laquelle nous avons levé des fonds après l'expansion géographique. C'est effectivement faire l'acquisition à la fois de concurrents qui vont nous amener des clients supplémentaires. C'est un moyen d'acquérir du portefeuille client, mais aussi des briques technologiques complémentaires. Donc, comme tu le disais, l'année dernière, nous avons fait l'acquisition de notre principal concurrent britannique, Fabric. Là, nous avons d'autres projets dans les tuyaux, plus sur la partie technologique cette fois-ci, pour rajouter... En fait, c'est du gain de temps. C'est du gain de temps et l'expertise pour avoir des briques fonctionnelles qu'on n'a pas aujourd'hui ou qu'on compte développer, mais sur lesquelles on va gagner beaucoup de temps en faisant l'acquisition. Le marché étant un petit peu tendu, c'est aussi une opportunité pour les entreprises qui ont pu lever
et qui sont en croissance d'aller allier des forces. Et donc là aussi, peut-être un mécano européen pour créer en fait un leader européen que vous êtes déjà, mais en fait d'être encore plus fort sur ces sujets. Petite nouveauté aussi, hein, donc ce classement du Next 40 et du FT 120. Donc là, c'est annoncé à l'Elysée il y a quelques jours. Au-delà du label, est-ce que pour une société française, c'est important d'être reconnu? Est-ce que ça vous aide à l'international d'être dans des labels de ce type? Oui, alors pas autant, bien sûr, que des labels privés qui ont une dimension plus européenne ou plus internationale, mais c'est une grande marque de reconnaissance qui permet de légitimer encore plus nos démarches et notre travail, notamment auprès de nos clients français, ça c'est évident, et aussi dans le monde public, hein, dans le secteur public, ça c'est vraiment un outil très utile. Très bien. Autre thématique importante, on l'évoquait en aparté tout à l'heure avant de commencer, la partie talent, c'est toujours un sujet. C'est donc le nerf de la croissance, c'est souvent la capacité en fait la capacité à trouver les talents pour la croissance. Donc une croissance sans talent, c'est compliqué. Vous avez annoncé l'ouverture de 300 postes en 2023. Donc quasiment un doublement de vos effectifs, hein, puisque vous êtes 350 à peu près, je pense, aujourd'hui. Oui. Voilà, comment vous envisagez en fait ces recrutements? Quelle est votre stratégie par rapport à cela? Nous avons monté une équipe de recruteurs internes. Déjà, c'est important, de professionnels dont c'est le métier à la fois d'aller chercher les talents, mais convaincre ces talents de nous rejoindre. Nous avons investi beaucoup aussi dans la marque employeur ces derniers temps pour ouvrir un petit peu le monde interne de Deepkey à l'externe pour montrer ce qui se passe chez Deepkey, partager notre identité, partager nos valeurs et puis montrer aussi tout ce qu'on peut venir faire chez Deepkey, que ce soit des métiers techniques, des métiers commerciaux, des métiers de projet. Et donc ça contribue à vraiment nous mettre en valeur. Et l'année dernière, en 2021-2022, il y avait une tension sur le marché importante sur le recrutement. Ça, c'est bien sûr depuis l'effondrement des valeurs tech et puis toutes les charrettes récentes, ça s'est calmé. Et donc, nous, on est très heureux parce qu'on fait partie des entreprises qui recrutent encore beaucoup, selon les chiffres que tu as cités. Et ça attire quand même beaucoup le côté technologie combinée à l'impact environnemental et notamment climatique, combinée à quelque chose de très brick and mortar, quoi, très concret. Enfin, on parle de bâtiments, c'est pas des notions floues qui se passent uniquement dans le cloud, quoi. C'est vraiment l'impact de ce que l'on fait, c'est sur des actifs physiques. Et donc, je crois que la combinaison de ces trois dimensions fait que ça attire et on est très heureux de tous les gens qui arrivent chaque et dans mois. Ces 300 postes qui sont ouverts, tu l'as un petit peu indiqué, mais est-ce que c'est du tech, c'est du sales, c'est de l'international? Comment ça se répartit un petit peu pour bien comprendre en fait le besoin? D'ailleurs, si on a des candidats qui nous écoutent, n'hésitez pas à aller sur jobs.deepkey.com. Et bien, il y a tech, oui. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une équipe de 40 développeurs chez Deepkey. Cette équipe, elle va doubler. D'accord. On va passer à 80 cette année. Aussi sur la dimension produit, on recrute beaucoup de product owners, product managers. Sur la dimension commerciale, c'est important aussi. On a besoin d'experts de la relation commerciale qui vont pouvoir convaincre des clients de nous rejoindre. Et puis après, il y a toutes les fonctions de l'accompagnement des clients, customer success, chef de projet, consultant. Voilà, c'est là où on va situer l'essentiel des recrutements. Et puis après, tout ce qui est obligatoire pour une entreprise, RH, finance. Bien sûr. Et donc, sur les valeurs de Deepkey, donc tu l'as indiqué, en fait, ce besoin en fait, d'être aussi aligné entre ce que vous proposez et ce que vous êtes. Donc, au-delà du label B Corp, je crois que vous avez des engagements. Vous avez 3 indicateurs que vous suivez, en fait, de manière très précise. Est-ce que tu peux nous en parler? Comment s'exprime justement votre engagement, votre impact en tant que Deepkey? Quels sont les éléments que vous suivez, vous, plus particulièrement? Déjà, le premier impact, c'est notre mission. Nous sommes là pour aider l'immobilier à transitionner vers un monde décarboné et à faire le moins de mal possible, voire améliorer les autres dimensions ESG. Et donc là, ce sont tous les indicateurs que l'on suit pour nos clients, que l'on agrège, qui sont pour nous extrêmement importants parce que c'est ça qu'on va suivre ensuite dans la durée pour mesurer l'impact. La deuxième dimension,
Et c'est même le premier actif de l'entreprise, ce sont nos collègues, ce sont les collaborateurs de l'entreprise. On a beau vendre du logiciel, le logiciel n'existerait pas, il ne serait pas mis en œuvre, les clients ne seraient pas convaincus s'il n'y avait pas tous mes collègues qui sont là pour travailler au jour le jour et donner du sens à ce qu'ils font. Et donc, je crois beaucoup à l'investissement dans les équipes pour ensuite en tirer des bénéfices. J'avais lu ce livre dont j'ai oublié l'auteur d'un PDG d'une société, une SS2I indienne qui s'appelait, le livre s'appelle Employees First, Customer Second. Ouais. Et j'avoue que je m'étais pas mal retrouvé, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'on devrait mettre en place qui sont indiquées dans ce livre, mais je m'étais pas mal retrouvé dans cette philosophie. Et je pense que c'est ça qui est important aussi pour nous, faire attention à nos collègues et faire en sorte qu'ils s'épanouissent dans leur travail. Et puis enfin, les autres dimensions, c'est aussi des dimensions d'exemplarité, que ce soit l'usage du cloud pour le besoin de notre plateforme, que ce soit l'usage de nos propres locaux, le transport, autant que possible. C'est un exemple. On essaye de ne pas prendre l'avion pour se déplacer, malgré notre expansion géographique, le moins possible. Et ça, c'est important. On fait par exemple tous les 2 ans notre bilan carbone qu'on cherche à améliorer. Et ça fait partie des voies d'amélioration continue. Donc dans la culture, évidemment, très portée, j'allais dire très impactée par l'impact, mais bon, on va pas le dire comme ça, mais on a bien compris en fait l'idée. Aujourd'hui, dans les éléments justement qui fédèrent les équipes, on entend dans le discours, c'est l'inspiration, la mission de l'entreprise est une valeur forte. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs en fait importantes au-delà de la partie impact? Est-ce que vous avez dans votre culture d'entreprise en fait créé en fait des éléments forts au-delà de ceux que tu viens de citer? Alors, aux grandes dames de mes collègues du marketing, on n'a pas voulu marquer des valeurs. Il n'y a pas les valeurs au mur. Il n'y a pas les valeurs au mur sur le fronton ou sur le site web. On coupe gros face Nawat, il n'a pas ses valeurs sur le mur. Mais parce que c'est un peu, avec Emmanuel, on pense que c'est un peu comme les frites McCain, quoi. C'est ceux qui en parlent le moins, qui en mangent le plus. Mais on peut les dire sans les écrire. Alors. Exactement. Mais par ailleurs, on essaie de conserver cette culture au quotidien et c'est compliqué l'identité d'une entreprise, surtout quand elle évolue très très vite et qu'elle croît très vite. Et si tu m'avais posé la question de quel est le principal défi au jour le jour, je t'aurais dit c'est maintenir la culture et l'identité de la boîte, alors même que en fait on double les effectifs chaque année quasiment, quoi. Mais en fait en fait souvent on blague avec la culture et les valeurs écrites sur le mur, mais quelque part lorsqu'on double de taille, ce que vous allez faire, pour en parler à beaucoup d'entrepreneurs en hypercroissance, c'est vrai que tant qu'on est en fait à 50 personnes et que finalement toi, en tant que CEO, co-founder, tu connais tout le monde dans la boîte, on arrive à faire passer les valeurs. Après, quand on passe à 150, 200, tu connais la personne qui est juste en dessous. Mais quand on passe à une taille, en fait, comme 600 personnes, c'est vrai que la culture, les mots sur le mur permettent de rappeler des mantras et pas de temps de les marquer, mais d'avoir en fait quelque chose d'homogène. Et c'est vrai qu'avec le temps, c'est des choses sur lesquelles il faut les dire, pas forcément les écrire sur le mur, mais tu as raison. Peut-être qu'on y viendra, mais on se reparlera dans un an. Exactement. On passerait dans les bureaux pour voir si dans les murs il y a. On a écrit les valeurs sur le mur. Oui, ça c'est peut-être nécessaire et effectivement, mais on essaie de l'application au quotidien. Et parmi les choses qui sont importantes, il y a évidemment cet ADN d'avoir un impact positif sur le climat par notre métier. Un deuxième point important, c'est aussi le premier actif, comme je disais, que sont les collaborateurs, les premiers actifs de l'entreprise. Un troisième point, c'est l'importance de faire ce qu'on dit et dire ce qu'on fait, que ce soit vis-à-vis de nos clients ou en interne. C'est pas toujours facile, je vais être honnête, mais en tout cas, autant que possible, le plus possible. Et puis, chercher aussi on n'est pas full transparence, on n'est pas transparent sur les salaires, par exemple, ou sur les situations personnelles. Sur les chiffres, parce que là aussi, tout à l'heure, on a parlé du chiffre d'affaires. Oui. Donc, on a une grande tendance, là, il y avait Balance ton ARR qui avait été lancé, notamment pour savoir qui était Centaure, qui ne l'était pas. Déjà, la transparence, là, vous avez donné votre chiffre d'affaires, ce qui est pas neutre, parce que pour une société de SaaS, on sait bien que c'est du revenu récurrent, donc c'est pas des gros chiffres au départ. Donc déjà, c'est un premier niveau de transparence financière. Mais c'est déjà une modification culturelle par rapport à il y a quelques années où les startups ne communiquaient pas trop sur leurs chiffres. Donc déjà, il y a une forme de transparence, donc bravo pour ça. Autant que possible, on essaye. Il y a des choses qu'on n'a pas le droit de partager ou qu'on ne souhaite pas partager. Bien Encore sûr. Une fois, les salaires dans le détail ou bien qu'on vienne de mettre en place des grilles, par exemple,
ou les valorisations la question qui nous est souvent posée. Ça, oui. Les investisseurs sont pas fans qu'on partage ça. Mais pour le reste, ce qu'on peut partager, on le partage. Donc effectivement, le chiffre d'affaires, le fait qu'on a toujours été rentable avant chaque levée de fonds. Donc vous êtes profitable. Là, on l'est plus parce qu'on réinvestit à fond. Ouais, bien sûr. Mais sinon, il y a un an, on était rentable. Ouais. Capacité à devenir profitable avant investissement. Globalement, quand on relève 150 millions d'euros, quelque part, c'est pour les dépenser un peu, pour grandir. Ouais, exactement. Donc de creuser un peu la perte. Là aussi, c'est parfois mal perçu par les personnes qui ne connaissent pas bien cet écosystème, mais on le redit, lever de l'argent à un moment donné, c'est aussi accélérer, tout en étant en capacité d'être profitable, mais quand on réinvestit, qu'on ouvre un pays, forcément, ça creuse la perte pour y revenir. Mais vous avez été profitable. Et d'ailleurs, j'ai lu en fait que on posait souvent la question sur le fait de savoir si tu vas devenir une future licorne. Je crois que là-dessus, tu as une idée assez arrêtée sur ce label-là, où tu n'es pas hyper fan. Honnêtement, je m'en fous. Ouais. Et je pense que c'est utiliser un thermomètre pour mesurer la vitesse d'un marathonien. C'est pas le bon indicateur. Ouais, on est d'accord. Et, surtout qu'on le voit depuis un an. Enfin, ouais, bien sûr. Au-delà de ça, nous, on a une forte conviction chez EY, c'est que l'important, c'est de créer des entreprises de taille intermédiaire, des nouvelles, donc des vraies PME, des vrais ETI qui grandissent. Donc, le critère absolu, c'est souvent en fait plutôt la croissance du chiffre d'affaires, le nombre de postes créés. Donc ça a de l'impact. Absolument d'accord avec toi. Je pense qu'on devrait plutôt regarder le nombre de postes créés durables et le chiffre d'affaires plutôt que des valorisations. Et par ailleurs, nous, il y a un autre indicateur qui nous tient à cœur. Je préférais qu'on nous élise Decaborn, une entreprise qui génère des dizaines de milliards d'économies de CO2 plutôt qu'on nous parle de licorne, parce que je pense que c'est encore une fois, ça fait parler dans les journaux, mais c'est pas pertinent. Donc on va reprendre le terme en fait intéressant, Decaborn pour carbone et Deca, donc c'est bien, c'est bien en fait, on apprend des nouveaux mots tous les jours. Pour finir sur la partie internationale, donc on a parlé de cette stratégie de build-up, on a vu ce que vous aviez fait en fait sur l'Angleterre avec Fabric, on a le sentiment que l'Europe est une zone de chalandise plus simple au départ parce que peut-être un peu plus homogène. Comment tu vois évoluer ce monde en fait de la transition écologique de l'immobilier par grandes plaques tectoniques? C'est-à-dire que l'Europe, en fait, on dit souvent la réglementation pousse à être de plus en plus vigilant au sujet. Est-ce que tu sens que cela évolue en dehors d'Europe? Tu parlais tout à l'heure des États-Unis, où on a l'impression que c'est à la fois important, mais il n'y a pas la même conscience. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de cette différence culturelle? Excellente question, on voit qu'on est chez EY. Effectivement, oui, l'Europe est à la fois homogène parce qu'il y a un chapeau réglementaire européen pour les pays membres de l'Union, et puis parce que l'Europe est en avance depuis longtemps sur les questions de développement durable, de climat, de ESG, par rapport à d'autres marchés. En revanche, je mets un petit bémol, pour tout le reste, l'Europe, c'est une auberge espagnole, c'est très compliqué, les réglementations, les langues, les plateformes techniques, c'est très hétérogène, voilà. Ce qui en fait un marché très difficile à accéder. Et donc, nous, ce qui en fait notre principal marché domestique, et là, on se renforce, et c'est notre première priorité, se renforcer toujours plus profondément en Europe, parce que nos concurrents australiens ou américains ont beaucoup de mal à rentrer sur ce marché qui est difficile à appréhender. Une fois qu'on s'est dit ça, tu as absolument raison. Si on regarde l'immobilier, il y a 3 grandes plaques immobilières. Il y a les États-Unis, qui est la plus grande plaque immobilière. Hein. C'est là où il y a le plus de valeur, le plus de bâtiments. Ensuite, il y a l'Europe. Et enfin, il y a l'Asie, ce qu'on appelle l'AIPAC. Et en l'occurrence, les États-Unis sont peut-être les plus gros, mais ce ne sont pas les plus avancés, très loin de là. C'est l'Europe qui est le deuxième plus grand, qui est le plus avancé et de très loin. Mais les États-Unis sont en train de rattraper leur retard par des initiatives locales dans certaines villes, côte Est, côte Ouest, par aussi des réglementations. L'autorité des marchés financiers qui est en train de sortir un certain nombre de propositions de réglementation, pas encore actives, mais qui ressemblent beaucoup à ce que nous avions mis en place sur tout ce qui est financial et non-financial disclosure en Europe il y a une dizaine d'années. Et donc, ils sont en train de rattraper petit à petit. Et on connaît l'efficacité américaine lorsqu'ils déploient quelque chose. Oui. Ça va pas mettre 10 ans. Ouais, voilà, ça devrait aller beaucoup plus vite. En Asie, c'est un peu similaire. C'est le 3e plus grand marché. Similaire à l'Europe, j'entends, parce qu'il y a une hétérogénéité, une diversité de réglementations, de langues et de pratiques. Puis dans l'Asie, il y a la Chine qui est un bloc à part avec un immobilier très complexe, avec tout ce qui s'est passé sur la crise immobilière, avec aussi le Covid. Donc, j'imagine que c'est un marché qui est compliqué. Et puis après, il y a le reste de l'Asie. J'imagine Corée, Japon, qui sont en fait des bons Singapour, hein, des bonnes zones de chalandise pour vous.
Mais là aussi, vous sentez que c'est en train de bouger aussi. C'est en train de bouger. Il y a certains États qui sont vraiment en train de faire des choses très intéressantes, d'autres qui démarrent tout juste. Et après, nous, pour des raisons pratiques de focus et de priorité, ça sera la troisième priorité après les États-Unis. Europe first, États-Unis Exactement. parce que vous avez déjà un pied là-bas, il y a un concurrent. Et puis l'Asie parce que voilà, si ça bouge, il faut que vous soyez complètement globaux. Tout à fait. Top, merci. Ainsi s'achève notre épisode de Grow Fast Now What. Très heureux d'avoir pu échanger Merci, avec Franck. toi. Merci à toute l'équipe. À bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé le podcast, n'hésitez pas à vous abonner à Grow Fast Now What et à nous suivre sur nos comptes EY, LinkedIn et Twitter. Merci et à bientôt.